Ok, donc là, ça va être la deuxième partie donc, de la même personne hein, qui était invitée sur la chaîne Investir au pays. Et donc là, ça c'est la partie 2 qu'on va suivre et on va voir ce qu'on va apprendre dans cette vidéo. Rwanda, malheur aux vaincus, 1994-2024, 30 ans de crimes, de manipulation et d'injustice couverts par l'Occident. C'est dur ça. L'histoire officielle du génocide n'a qu'un rapport lointain avec la réalité des faits. En détail, prenez le chiffre officiel des morts. Pardon. Kagame dit qu'il y a eu 1 million de morts et 93% de ces morts étaient Tutsis. Or, au Rwanda à l'époque, il y avait près de 600 000 Tutsis. Donc, 1 million de Tutsis ne peuvent pas mourir dans un pays qui comptait 600 000 Tutsis. Et admettons même que tous les Tutsis ont été tués, les 600 000. Il reste quand même 400 000. Alors, c'est qui les 400 000 là? Si ce ne sont pas les Hutus et les Tois. Les Tois étant ultra minoritaires, ce sont les Hutus. Sauf que Ibuka, Association des victimes du génocide, nous dit qu'il y a eu près de 300 000 rescapés Tutsis pendant le génocide. S'il y a eu 300 000 rescapés, ça veut dire qu'il y a eu 300 000 Tutsis qui ont été tués. Ok. Alors, les 700 000 restants, c'est qui? Si on prend les chiffres du gouvernement rwandais, au début, l'ONU parlait du génocide rwandais. L'expression, la dénomination génocide des Tutsis a été utilisée à partir de 2017 sur pression du Rwanda, à la grande déception des États-Unis et de la Grande-Bretagne, ses alliés. Je rappelle ça. C'est pour ça qu'on parlait du génocide des Tutsis et des Hutus dits modérés, même si je ne suis pas d'accord avec cette dénomination-là. Donc, première grosse nuance, d'après toi, c'est qu'on n'est pas ici face à un massacre absolu, Planifié. planifié. D'ailleurs, ça n'a jamais été démontré, la planification TPR. Ça aussi, il faut le dire. On ne sait pas comment le génocide a été planifié. On ne sait pas. C'est-à-dire que celui qui a été décrit comme le cerveau du génocide, M. Théonès Bagosora, a été acquitté du chef d'entente en vue de commettre le génocide. Comment vous expliquez ça? En fait, c'est le seul génocide au monde sans cerveau, comme l'a dit un observateur, Thierry de Crevellier. Je sais que je vous choque un peu parce que vous avez beaucoup entendu. Non, c'est pas du tout ce que j'ai vu, ce que j'ai lu sur le sujet jusqu'à Non, moi, présent. je vous écoute. Donc, c'est. Alors, ce que vous expliquez là, c'est corroboré par qui? Mais là, je vais vous montrer pour le bénéfice de vos lecteurs. Dans le livre, je reproduis un tableau sur les massacres que vous voyez là. C'est ça. C'est le tableau de qui? Je veux dire, Non, qui. regardez la source, Oui, parce ce que qu'il je ne veux dire, faut oui. pas qu'on dise que Patrick Beko, hein, That's support claim. Genocide of, Nations Journal of Unies, Genocide Research. C'est 1993. plusieurs sources. Ok, donc le gars s'appelle Patrick Beko, il faut voir c'est quoi en fait on va dire euh, son intérêt à faire, hein, si tu veux, la recherche sur le Rwanda. Et est-ce que c'est simplement par la curiosité ou c'est parce que du coup c'est un historien qui, comme j'imagine, bah, la plupart de ces historiens en fait sérieux, ils cherchent à établir la vérité finalement. Et, euh, et donc peut-être que c'est cette motivation qui l'anime, et voilà, faudra chercher à savoir qui c'est cette personne. ONU, déforge les gens qui ont enquêté sur le terrain, plusieurs sources. Regardez. Donc, on va pas dire. Là, je ne vous donne pas mon avis. Oui. Je vous donne des données qui ont été scientifiques, qui sont vérifiées. De qui? Je veux dire, Non, qui. regardez la source, Oui, parce ce que qu'il je ne veux faut dire, pas oui. qu'on dise que Patrick Beko, hein, That's support claim. Genocide of, Nations Journal of Unies, Genocide Research. C'est 1993. plusieurs sources. ONU, déforge les gens qui ont enquêté sur le terrain, plusieurs sources. Regardez. Donc, on va pas dire. Là, je ne vous donne pas mon avis. Oui. Je vous donne des données qui ont été scientifiques, qui sont vérifiables. Ça, c'est la première chose. Écoute ce que dit Alan Stam, les universités que j'ai citées. Plein de bonnes intentions, nous n'étions cependant pas préparés à ce que nous allions rencontrer. Rétrospectivement, il était naïf de penser que nous le serions. Alors où nous mettons la dernière main à ce projet 10 ans plus tard, notre vision des choses est en totale opposition avec ce que nous croyons au départ, avec l'opinion généralement admise sur ce qui est advenu au Rwanda. Bon, là en vrai, ce paragraphe-là, ok, ça veut juste dire que ce qu'ils ont vu n'est pas ce qu'ils croyaient être en fait, mais ça veut pas dire que qui était coupable, qui n'était pas coupable finalement. Là, ce qu'ils disent, c'est vrai, ça c'est une phrase d'accroche, j'ai envie de dire, pour écrire un livre, mais ça dit rien et parce que qu'est-ce qu'ils croyaient et qu'est-ce qui n'était au final, c'était quoi la réalité, c'est pas dit là dans ce paragraphe. En tout cas, voilà, peut-être qu'ils vont nous le dire, par la suite. Ils ont fait 10 ans de recherche. Donc ce ne sont pas des gens qui sont allés se promener. Ils ont eu accès à toutes les données, y compris du gouvernement rwandais, parce qu'ils étaient sur place en tant qu'experts de l'ONU.
Donc le gouvernement rwandais leur a donné accès aux archives et tout. Sauf qu'eux, ils n'étaient pas militants, même s'ils avaient une prédisposition psychologique favorable à la thèse officielle. Vous voyez? Oui. Et là, je ne vous cite même pas les Africains qui se sont intéressés à ce qui s'est passé. Je cite ici un gars de Reporters sans frontières. Je ne vais pas citer son nom, c'est un nom fictif. Moi, c'était des gens qui défendaient Kagame. Voilà ce qu'il me dit. Je dois faire mon mea culpa. Moi-même, je ne connaissais absolument rien du Rwanda. J'ai commencé à travailler sur le pays en 93. Au départ, j'ai pris pour argent comptant cette fable qu'on me racontait. C'est quand j'ai commencé à véritablement enquêter, à aller au Rwanda, à enquêter sur des cas et à être témoin moi-même d'un certain nombre d'événements que je me suis rendu compte que l'histoire ne collait pas, que l'histoire qu'on nous racontait ne correspondait pas à la réalité. À ce moment-là, je me suis dit que ça ne va pas du tout. Il faut prendre ses distances par rapport à ces gens-là, les gens de Kagame, et réinterpréter les faits pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'on nous dit qu'ils doivent être. Et moi, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés comme ça, qui étaient au Rwanda, qui étaient des pro-FPR, et qui, par la suite, se sont rendus compte que la réalité des faits, c'est qu'ils Même chose ici, hein. Déjà, moi, j'aime pas beaucoup quand ils donnent des sources et que les personnes ils sont entre guillemets «anonymes» parce que du coup derrière, enfin, ce serait trop simple, n'importe qui peut dire: «Ouais, j'ai une source anonyme, j'ai une source anonyme». Donc finalement quand les gens ils parlent et qu'ils assument leurs propos, il faut qu'on sache qui c'est en fait finalement. Heu, Ce que j'ai à dire c'est que si, voilà, si ce que vous dites, vous pensez vraiment c'est la réalité, il faut assumer, qui vous êtes parce que n'importe qui peut dire ce qu'il veut en fait finalement, surtout si on passe anonyme. Donc derrière voilà, il faut c'est pas une épreuve, ce n'est pas une preuve, c'est même remarque, pareil, le texte il dit que les choses ne sont pas comme ils sont, mais alors qu'ils sont comment en fait, du coup au final? C'est quoi la dites-nous les faits, c'est ce qu'on veut, on veut savoir les faits. observaient étaient très différents. Mais je ne vous parle même pas des universitaires, parce qu'en France, il y a un phénomène ici. Il y a le phénomène des universitaires acquis aux thèses de Kagame. Kagame a une constellation d'universitaires et de militants de droits de l'homme qui travaillent pour la cause Tutsi. Ici en France. C'est le seul pays occidental où on a un très grand nombre de gens qui travaillent pour la cause de Kagame. Et quand vous faites des conférences ici sur le Rwanda, vous êtes attaqué. On appelle des salles pour canceller, bon, ça c'est en anglais, c'est un Oui, anglicisme, annulé. pour annuler des événements en France. Mais pourquoi? J'explique ça aussi dans le livre. Ici, on poursuit aujourd'hui les Hutus à travers le monde pour génocide. Vous voyez des procès à la télé. Mais est-ce que vous savez toute la manipulation qui entoure ces procès? C'est le Rwanda qui contrôle tout dans les enquêtes. Et moi, je pensais qu'il était important d'exposer ces faits-là parce qu'il y a des Africains qui sont marginalisés aujourd'hui, simplement parce qu'ils sont eux-mêmes aussi victimes de ce que moi j'appelle une histoire officielle tronquée, l'histoire de la tragédie rwandaise qui est tronquée. C'est pareil pour le rôle de la France, sur lequel on peut revenir aussi. Oui, justement, parce que l'autre rôle, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire là-dessus, c'est le rôle de la France. Là aussi, on a deux avis. On en a qui pensent que la France n'a rien fait de mal. Au contraire, elle a même été l'une des rares puissances occidentales à être intervenue. Et d'autres qui disent que, au contraire, la France a joué un rôle prépondérant, parce qu'elle supportait le président Abiyarimana, qu'elle n'a rien fait, alors même qu'elle avait plusieurs de ses agents sur le terrain qui signalaient un climat qui se détériorait au quotidien, et que même quand le génocide a eu lieu, vu que les forces françaises pouvaient intervenir, au début, elles ont eu des ordres leur disant de ne pas du tout intervenir, de laisser, entre guillemets, les Rwandais régler entre leurs problèmes. Ce qui a laissé plusieurs milliers de personnes trouver la mort. Et cette version, bien évidemment officielle, là aussi, tu n'es pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette version. Pour une raison très simple. D'abord, je dois rappeler aussi à vos téléspectateurs après la signature des accords d'Arusha, en août 1993, vous savez qui a remercié François Mitterrand? Kagame et son parti. Le parti de Kagame, le FPR, a remercié François Mitterrand pour son implication. Et que même quand le génocide a eu lieu, vu que les forces françaises pouvaient intervenir, au début, elles ont eu des ordres leur disant de ne pas du tout intervenir, de laisser, entre guillemets, les Rwandais régler entre leurs problèmes. Ce qui a laissé plusieurs milliers de personnes trouver la mort. Et cette version, bien évidemment officielle, là aussi, tu n'es pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette version. Donc c'est intéressant qu'il est pas d'accord puisque j'ai l'impression que ça va dans le sens de ce qu'il défend finalement dans ce qui est dans ses propos. Donc on va voir ce qu'il va dire parce que justement là, ce que ça dit, c'est que la France n'a pas intervenu alors qu'elle aurait pu en fait intervenir, mais l'armée française qui était sur le terrain a reçu un ordre, du coup j'imagine de la France métropole, de pas intervenir. Ça c'est ce que du coup la version officielle et du coup lui il est pas d'accord. On va voir ce qu'il va dire. Pour une raison très simple. D'abord, je dois rappeler aussi à vos téléspectateurs après la signature des accords d'Arusha, en août 1993, vous savez qui a remercié François Mitterrand? Kagame et son parti. Le parti de Kagame, le FPR, a remercié François Mitterrand pour son implication. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qu'on ne dit pas dans cette affaire-là, c'est que François Mitterrand, la France soutenait le Rwanda. Mais en même temps, la France exerçait des pressions sur Abiyarimana pour qu'il s'ouvre au processus de démocratisation et qu'il fasse la place aux Tutsis de l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle, de temps à autre, la France bloquait la livraison d'armes
aux forces armées rwandaises. Ça, on ne le dit pas. Ce qu'on ne dit pas non plus, c'est Ouais, ça c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que, tu avais du coup la France qui, soi-disant, à cette époque-là, était alliée avec le pays, le Rwanda, mais qui en même temps, finalement, ils refusent de faire des transactions ici militaires, du coup, la livraison d'armes à ce pays allié et qui entre guillemets, «le force» ou en tout cas le contraint finalement à faire des accords avec l'armée, du FPR, du coup de Kagame. OK. C'est très intéressant comme alliance. que la Et justement là, ce qu'il dit, c'est que justement du coup à FPR, donc le Kagame est parti remercier, la France. Donc en fait, officiellement la France soutenait le pays, mais derrière la France avait d'autres objectifs. France a exercé d'énormes pressions sur Abiyarimana. Mais c'est le général Keno qui dit ça. Le général français qui dit nous avons fait une erreur, nous avons exercé des pressions intenables sur les Hutus, alors que les Tutsis, eux, s'armaient via l'Ouganda qui était soutenu par les Anglo-Saxons. C'est ça la réalité de ce conflit-là. Maintenant, quand on pose la question de savoir qu'est-ce que la Et en fait finalement cette question d'armes, je pense qu'elle a énormément joué du coup sur l'issue de la guerre puisque, on peut penser que voilà, si le pays était en fait, finalement, le pays était sous-armé, en fait, moins armé que Kagame qui, lui, continue à recevoir de l'armement de la part, bah, du coup, j'imagine de la France, mais surtout, bah, d'autres, alliés à elle et du coup, ça peut expliquer finalement, cette supériorité militaire, de Kagame, face au gouvernement actuel, enfin, le gouvernement légitime qui était en place, à l'époque. France a fait exactement. Alors légitime, je pense que c'est un peu flou de comment je pense que c'était pas par le vote quand même que Habyarimana avait pris le pouvoir, hein, contre, c'était qui? Kayibanda, il me semble? Je pense que c'était pas par vote, justement. Je pense qu'il avait renversé et du coup, ouais, peut-être que le mot légitime n'est pas approprié. En tout cas, au gouvernement qui était en place, à cette époque, a été, surpassé, été dépassé par du coup l'arme, l'armée de Kagame, de fait qu'il manquait d'armes, en fait, que la France, ses alliés lui refusaient des armes, tandis qu'il fournissait à la partie adverse. C'est ce qu'on comprend. Personne ne va vous le dire. On vous dit simplement qu'il était impliqué, qu'il a soutenu Abiyarimana. Bon, déjà, je vous dis, après la signature des accords d'Arusha, c'est le parti de Kagame qui a remercié François Mitterrand. Bon, quoi qui Et oui, ça c'est, alors est-ce qu'on peut penser que justement, comme, du coup la France était pour, entre guillemets, comment dire? «L'apaisement du conflit», est-ce qu'on peut dire que c'est comme ça que, Kagame est parti remercier la France. Après derrière, le conflit, il faut savoir que du coup ce conflit militaire finalement a été engagé par Kagame qui c'est lui qui a enclenché le conflit parce que c'est lui qui voulait prendre le pouvoir. Donc, finalement, ouais, c'est un fait intéressant ça. je ne cite même pas les responsables rwandais qui étaient avec Kagame aujourd'hui qui disent que la France n'avait pas joué le rôle qu'on lui attribue. D'ailleurs, En fait, l'histoire d'apaisement, en fait, c'était un jeu politique finalement entre la France, entre Kagame et ses alliés finalement et les alliés de la France et bon voilà, derrière il y avait une grosse politique qui se passait derrière en fait. dans une lettre ouverte, l'ancien ambassadeur du Rwanda à Washington, directeur de cabinet de Kagame, l'un des membres fondateurs du FPR, Théogène Rudasingwa, dans une lettre ouverte dans un média français, il a dit mais pourquoi vous les Français, vous passez votre temps à vous autoflageller sur l'histoire du Rwanda? C'est notre responsabilité, c'est nous qui avons fait ça, nous-mêmes. On va dire qu'il est dans l'opposition, certes, mais les faits lui donnent raison. Pourquoi Kagame n'a jamais poursuivi un seul Français? Ici, il y a des procès qui sont menés par des associations qui sont proches de Kagame. Vous avez un couple ici en France, le couple Gauthier, un monsieur, un ancien instituteur à la retraite et son épouse Tutsi, Dafrosa, qui traquent les Hutus, qui sont toujours avec les politiques français, les différents pouvoirs français et qui accusent les autorités françaises d'avoir préparé au génocide. Mais ce qu'on ne dit pas sur ce couple-là, cette femme-là, elle est la cousine de James Kabarebe, qui était l'un des proches de Kagame, qui a été impliqué dans plusieurs massacres au Congo et au Rwanda. Les deux là ont reçu une médaille de la main de Kagame. Il faut qu'on vous dise, qu'on vous parle des conflits d'intérêts, qu'il y ait certaines personnes qui parlent du dossier du Rwanda ici en France à ce régime, au régime de Paul Kagame. Vous ne les connaissez pas. Vous voyez des gens à la télé, on vient et vous dit, je suis expert. Il y a un militaire français qui a beaucoup parlé du rôle de la France au Rwanda, monsieur Ansel, qui aujourd'hui écume les plateaux de télé pour parler de l'Ukraine. Mais ce monsieur-là, il appartient aujourd'hui au réseau français de Kagame.
qu'il me poursuive si ce que je dis est faux. Guillaume Ancel, il a écrit un livre sur le rôle de la France au Rwanda. Entre ce qu'il dit dans son livre et ce qu'il dit de sa mission après, en 94, c'est le jour et la nuit. Un autre ici a écrit un livre ici, Patrick de Saint-Exupéry, qui est au Figaro. Il a écrit un livre récemment qui s'appelle La Traversée. Mais tous ces gens-là appartiennent au réseau français de Kagame. Si ce que je dis est faux, qu'ils me poursuivent. Si ce que je dis sur ces gens-là, parce que je les cite tous dans mon livre, tous, même. OK, et là, il me plaît. J'aime bien là et c'est ce que je disais, c'est que quand les gens disent des choses, il faut que et qu'ils décident parce que voilà, chacun il a un point de vue sur ce qui se passe et ce qui s'est passé, donc c'est un point de vue. Mais quand on pense de tenir des faits, on doit, l'assumer. Donc là, j'aime bien. Voilà, il donne des noms. En tout cas, sur cette partie, il y a des parties où il donne pas des noms. Mais là, quand il donne des noms, donc vérifiables et qui voilà, qu'il assume, ça j'aime bien. Ça, pour moi, c'est un signe de bah, déjà, ça augmente du coup sa crédibilité et puis derrière, une probabilité forte que ce qu'il dit soit vrai, en fait. Donc là, il pointe du doigt des personnes et ça, c'est appréciable. Les universitaires ici, Hélène Dumas, la bande à Audouin Rousseau, tous ces gens-là, ils appartiennent au réseau français de Paul Kagame. Ça veut dire quoi le réseau français de Paul Kagame? C'est-à-dire que ce sont des gens qui aujourd'hui répercutent les thèses de Kigali et se battent dur comme fer pour ne pas qu'on remette en question ici en France et qui vont souvent au Rwanda. Et c'est leurs collègues, hein. Moi, vous savez, ce ne sont pas les propos de Mbeko comme ça sortis de je ne sais où. Je cite leurs propres collègues qui disent, lui, tel était au Rwanda. Telle personne ne peut pas remettre en question parce qu'ils obtiennent de visas pour aller au Rwanda, ils sont bien traités par le régime de Kigali, etc. C'est-à-dire que c'est un dossier qui n'est pas traité avec la plus grande distance et la plus grande objectivité. C'est le moins que l'on puisse dire, en tout cas en ce qui concerne le Rwanda. Sur le rôle de la France aujourd'hui, poser la question de savoir comment la France a soutenu ces gens. Si la France avait soutenu Abirimana, vous savez que Kagame n'aurait pas pris le pouvoir, puisqu'ils ont lancé l'opération Turquoise. Quand est-ce que la France est intervenue avec l'opération Turquoise? 2 mois après le début du génocide. Dans certains coins du Rwanda, le génocide était déjà fini. Ouais, OK, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que donc il il parle de maintien de paix parce qu'il y avait déjà des conflits. Il parle de maintien de paix. Donc pendant qu'il y avait ces conflits-là, la France, ce que je comprends en tout cas ici, c'est qu'il l'aidait pas. Il n'avait pas d'opération militaire, sur le pays à part par sa présence, simple présence. Et une fois que le président est mort et que le génocide a commencé, là, ils ont commencé à faire des opérations. Mais pareil, je pense que ces opérations-là, c'était une mascarade, derrière. C'était une mascarade sûrement et peut-être c'était une opération juste pour, du coup, faire sortir ces personnes, et protéger de la France, en fait, du territoire, pour laisser le conflit, j'imagine continuer. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. C'est très intéressant qu'il y avait des conflits avant et qu'ils étaient plus préoccupés pour, entre guillemets, «signer des accords de paix», contre clairement, bah, un groupe, armé, finalement, on peut qualifier de terroriste puisqu'à à cette époque, il y avait un gouvernement en place, qui tentait et en fait, à ce moment-là, la France n'a pas mobilisé de 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 militaires, en fait. Il n'a pas fait d'opération et en fait mais quand, le président était mort et que le génocide commençait, là, ils ont fait une intervention. Ça serait intéressant de savoir, cette opération servait à quoi, cette opération-là? Est-ce que ça servait à faire quoi? Puisque le président était mort, il y avait plus, entre guillemets, «de gouvernement à maintenir en place». C'était quoi la mission de cette opération? Ça peut être intéressant de le savoir. C'est ce qu'on ne dit pas. Et puis, ils ont évité tout affrontement avec le Rwanda. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient scrutés à la loupe. Et pendant que les Français sont intervenus au Rwanda, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les amis de Kagame étaient là, les Américains. Pourquoi on ne parle pas de ça? Quand les Américains sont arrivés au Rwanda. Parce qu'en réalité, c'est quoi? La France a perdu la guerre face aux États-Unis qui se cachaient derrière Kagame. Et à travers des psyops américains déployés dans la région, on a imposé une version du génocide qui est aujourd'hui devenue la version officielle. C'est ce qu'on ne dit pas. Le conflit au Rwanda, là, c'était un conflit africain sur fond de rivalité occidentale. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les massacres ont commencé, vous oubliez qu'il y avait une mission des Nations Unies là-bas. Mmh. C'est intéressant. La MINUAR. Pourquoi la MINUAR n'est pas intervenue pour s'interposer entre les parties? OK, OK, c'est intéressant. Donc en fait, il y avait de la présence militaire des pays occidentaux, mais ouais, ils n'intervenaient pas. C'est très non, mais c'est intéressant cette notion d'alliance finalement que les pays occidentaux peuvent avoir en Afrique où ils sont en fait là alliés et qu'au final, bah, sur le papier ils sont alliés, mais en fait ils font leurs affaires dans le pays. C'est notamment le cas avec, du coup les pays de l'Ouest avec le Niger et tout ça où le Niger, le Mali, le Burkina Faso, où en fait, tu avais, la présence militaire, à la français et même au Niger avec la présence militaire américain et qu'ils avaient, donc ils se déployaient, ils sortaient pour faire
leur mission d'éclaireur, je sais pas comment on peut appeler ça, et en fait, ils donnent aucun renseignement au pays dans lequel ils sont installés. Ils n'aident pas militairement. Et en fait, à se demander à quoi sert leur présence. En fait, ces pays-là, ces pays occidentaux, on a l'impression qu'ils viennent, ils s'installent dans ces pays-là et ils font leurs affaires. Ils font leurs affaires et voilà. Alors que c'est pas comme ça que ça commence. À mon avis, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner quand on est allié. Mais bon. Pourquoi on ne dit pas? Parce qu'il y avait une force des Nations Unies, des casques bleus. Quand le génocide a commencé, ils auraient pu intervenir, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi ils l'ont pas fait? Vous savez ce qu'ils ont fait avec de la mémoire? Ils ont réduit les effectifs de la mission. Pendant les massacres, sur demande de qui? Des États-Unis. Madeleine Albright, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qui avait dit tenir au Tutsi comme à la prunelle de ses yeux, elle a dit toute intervention au Rwanda de l'ONU rencontrera le veto américain. C'est comme ça que l'ONU n'a pas pu intervenir, il y a eu tous ces massacres. Pourquoi? Mmh. Ouais, les États-Unis, de toute façon, quand les États-Unis, ils décident, l'ONU est suit, hein. Enfin, et c'est très impressionnant. Enfin, ouais, impressionnant, pas dans le bon sens, mais voilà, ça reste quand même assez impressionnant de voir que euh, c'est même pas impressionnant en fait. Ça décrédibilise, je pense. C'est pas plus impressionnant de la part des États-Unis que décrédibilisant pour l'ONU en fait. Le fait que l'ONU finalement, ils sont là, soit ils vont dans le sens de ces pays, de ces puissants, et alors voilà, c'est international, tout le monde est d'accord. Soit ils vont à l'encontre, et là, bah, ces pays, ces puissances, bah, ils sont là en mode, bah, on se passe de l'ONU, quoi. Du coup, et ça, à se demander à quoi sert l'ONU finalement. Parce que si l'ONU était intervenue, Et tous les puissances ils font ça, hein. Ça y est, les États-Unis ont fait ça avec la guerre en Irak, machin. Euh, Bah après, bah, la France aussi, ils font leurs interventions, hein. Et puis, il y a l'Israël qui est en train de le prouver aujourd'hui. Et alors, Israël, c'est un cas particulier puisque même personne, enfin, même l'ONU, il y a un truc qui. Non, voilà, c'est ça, c'est l'ONU, il n'est pas d'accord à ce qui se passe en Israël, mais Israël, il continue quand même impunément. La Russie, ils le font, même si eux, derrière, sont punis, mais pareil, c'est des puissances, ils continuent à le faire. Donc, je pense il faut se mettre d'accord, il faut accepter la réalité que l'ONU ne sert à rien, sauf quand c'est pour soutenir les puissances. Voilà. Et et du coup, de ce fait, en fait, l'ONU n'a pas lieu d'être. Et je pense que les pays africains ils devraient réfléchir à, finalement à ne plus reconnaître cette entité qui ne sert à rien pour les pays, on va dire les BRICS et les pays, on va dire, et le reste du monde en fait, finalement, à part les puissances, les premières puissances. elle se serait interposée entre les partis et Kagame, qui avait la supériorité militaire sur les forces armées rwandaises, n'aurait pas pu conquérir le pouvoir. Et c'est pour ça qu'on a retiré les casques bleus, Kagame a progressé, a pris le pouvoir, et vous savez ce qu'on a fait par la suite? Non. On a renvoyé les mêmes casques bleus, on les a redéployés au Rwanda, après la conquête du pouvoir par Kagame, quand il était en position de force. On a remis la minoire 2. Kagame a pris le pouvoir, juste après, les Américains se sont déployés à Kigali, et ils ont commencé à sillonner l'Est du Congo. Et 2 ans plus tard, c'était la guerre contre la RDC. Oui, oui, en fait, finalement, ils attendaient enfin, de ce qu'on comprend, en fait, ils attendaient que le président Kagame, donc l'actuel président, prenne le pouvoir et que par la suite, en fait, et puis s'installer tranquillement, finalement. Parce que si c'était installé avant, c'est possible que peut-être Abiyarimana ne leur donnait pas toute la liberté, finalement. Et c'est peut-être, entre guillemets, ce qui a poussé, en fait, ces Européens à vouloir l'éliminer, puisqu'ils ont trouvé, on pourrait penser qu'ils ont trouvé, alors pareil, c'est des hypothèses, mais qu'ils ont trouvé une personne qui était prête à servir leur intérêt. Et je peux vous dire que bah, on peut le constater qu'effectivement, Monsieur Kagame, il sert bien leur intérêt, notamment au Congo, et tout le monde sait ce qui se passe au Congo. Malheureusement, que Dieu, voilà, que Dieu les protège, que Dieu soit avec eux, mais voilà, on sait ce qui se passe au Congo. Et on sait très bien que c'est pas pour l'intérêt première, c'est pas Kagame qui s'invite à aller là-bas. De toute façon, Kagame n'a aucune usine strictement de minerais. Alors quoique, mais peut-être qu'ils ont commencé à en installer. J'ai entendu dire qu'il y avait des usines qui étaient en train d'être créées au pays, dans ce pays, à l'intérieur du pays. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense pas qu'ils savent où traiter les cobalts, le gold, tout ce qu'ils récupèrent au Congo en fait.
simplement. Donc c'est sûrement les occidentaux, il y a pas de doute là-dessus d'ailleurs. Finalement Kagame c'est juste un pion, mais voilà. C'est, en fait c'est une guerre politique et puis sur le long terme surtout. Il faut vraiment pas se pencher sur: «Ah les Hutus, les Tutsis» finalement, c'est les Hutus et Tutsis, j'ai envie de dire, c'est un prétexte, mais au plus bas, quoi. Avec Laurent Désiré Kabila comme épouvantail et Kagame Museveni derrière, avec les satellites américains. Bah, un peu comme, l'Israël finalement, ou en l'Israël avec la Palestine. C'est-à-dire que les États-Unis, l'Angleterre, tous les et la France, tous les pays en fait qui soutiennent, l'Israël, ce n'est pas que pour la mort d'Israël, hein. C'est simplement qu'Israël, bah, ils ont les moyens et ils leur promettent d'obtenir, des avantages qu'on connaît, que ce soit les gaz, le gaz qui traverse vers, enfin, c'est une région, bah, de toute façon, c'est une région stratégique, la Palestine, par rapport au voilà, pour les occidentaux, donc bah, finalement, un peu comme ce qui se passe à la Russie et l'Ukraine, simplement que, le président de l'Ukraine, lui, il était arrivé au pouvoir par le vote. Alors par le vote, pareil, quand on se renseigne un peu à ce qui s'est passé, en fait, en Ukraine, on comprend doucement comment on est arrivé dans cette situation, mais c'est toujours des intérêts, politico-financiers, bien sûr, mais ceux qui bougent les lignes, on va dire ceux qui c'est à la tête, c'est de la politique et motivés par, les gains financiers et heu et voilà. Ça, on ne vous dit même pas. Donc le génocide là, et ses conséquences en RDC là, ne sont pas le fruit du hasard. Et il faut écouter les Américains, ce qu'ils disent à ce sujet aussi. Et c'est le problème dans ce dossier, c'est qu'on l'a traité avec beaucoup de légèreté, beaucoup de militantisme. Ceux qui en France détestent le pouvoir français ont attaqué les autorités françaises, ceux qui en Afrique détestent la France ont attaqué, mais personne n'a pris le temps d'analyser froidement les événements. On ne va pas m'accuser après cette émission d'être devenu pro-Macron, pro-français, pour la simple et bonne raison que je critique la même France dans ce bouquin. Mais la France de Sarkozy et de Macron, surtout dans ce dossier du Rwanda. La France de Sarkozy et de Macron. Maintenant, aujourd'hui, la France est réconciliée avec Kagame, non? Oui, officiellement. Officiellement. Pourquoi? Parce que Kagame est en train d'être lâché. C'est ce que je dis à la fin du bouquin, par ses protecteurs anglo-saxons. Et comme il est malin, il se rapprochait de la même France qu'il a souvent insulté, traité de tous les noms, y compris d'implication dans le génocide. Et je rappelle d'ailleurs que quand Macron est allé à Kigali, tout ça, il a fait son discours, il n'a jamais demandé des excuses comme le voulait Kagame. Kagame a dit quoi? Oh, c'est pas important, le plus important est qu'on tourne cette page-là et tout ça. Et aujourd'hui, qui sécurise les intérêts de Total au Mozambique à Cabo Delgado? Ce sont les Français, les Rwandais, pardon, à Cabo Delgado. Qui surveille les Russes en Centrafrique pour le compte des Occidentaux? Ce sont les soldats rwandais. Ouais, c'est ça, c'est que Kagame est le bras droit des occidentaux et alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi aujourd'hui est-ce que les États-Unis, se détourneraient contre Kagame? Qu'est-ce qu'il a fait, Bon, il faut voir, je n'en sais pas, mais bon, pareil, ils doivent avoir, des divergences politiques, peut-être, hein, mais heu mais oui, effectivement, bah, Total, voilà, grosse société française, internationale, tout ce qui est dans l'exploitation du coup, des combustibles, tels que le pétrole, voilà, enfin et du coup, ouais, grosse société française et puis la France, il se cache pas, hein, il a toujours dit que sa présence, en fait, permet de protéger leurs intérêts dans ces régions-là et donc là, en plus, ils ont même pas besoin de déployer leurs personnes, en fait, puisqu'ils ont de la main-d'œuvre gratuite, on va dire, qui est actuellement Kagame et d'autres pions des occidentaux. Qui sont autour de Touadéra, qui assurent la sécurité de Touadéra. Voilà des choses que les Africains devraient comprendre, au lieu de rester dans des analyses superficielles de ce qui se passe aujourd'hui sur le continent. Aujourd'hui, Kagame est lâché par le département d'État, mais il a toujours des entrées au département de la Défense. Le patron d'Africom était au Rwanda il y a 2 ans. Il a même fait un tweet, il a écrit un tweet dans lequel il vantait Kagame, les relations avec le Rwanda. Réponse du chef de la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain. Mais en général, ne donnait pas l'impression que les relations avec le Rwanda sont stables. Et c'est la raison pour laquelle le Rwanda se rapprochait de Macron. Et tout d'un coup, les gens oubliaient que c'est le même Rwanda qui disait que la France a joué un rôle important dans le génocide. La France elle-même ne nie pas ça. Du chef de la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain. Mais en général, aujourd'hui, Kagame est lâché par le département d'État, mais il a toujours des entrées au département de la Défense. Le patron d'Africom était au Rwanda il y a 2 ans. Il a même fait un tweet, il a écrit un tweet dans lequel il vantait Kagame, les relations avec le Rwanda. Réponse du chef de la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain.
même en général, ne donnait pas l'impression que les relations avec le Rwanda sont stables. Et c'est la raison pour laquelle le Rwanda se rapprochait de Macron. Et tout d'un coup, les gens oubliaient que c'est le même Rwanda qui disait que la France a joué un rôle important dans le génocide. La France elle-même ne nie pas ce rôle. Oui, mais parce qu'il y a eu une commission d'enquête que Macron a mis en place pour faire la lumière sur le rôle de la France au Rwanda. Et cette commission d'enquête, justement, incrimine la France. Oui, mais Ouais, et ça, c'est très intéressant quand même de c'est-à-dire que la France fait une commission d'enquête pour montrer l'implication de la France dans ce crime-là, dans ce génocide. Enfin, ça existe pas, ça existe nulle part. Tout le monde sait que quand par exemple, c'est quelque part une enquête à ce niveau-là, c'est un peu comme, j'ai pas envie de dire l'audit, mais on sait que par exemple quand on fait des audits, on doit prendre une société externe pour justement pour rester objectif. Donc, une société française jamais pourra, faire une enquête, de comment dire? Incriminant, en tout cas, il tentera d'alléger, l'implication du pays, forcément, de la France dans ce génocide. Donc, c'est un peu, ouais, c'est un peu de la c'est un jeu, c'est des jeux politiques, c'est du jeu politique, hein. C'est et le pire, c'est qu'il y a des gens qui peuvent défendre un minimum cette enquête, quoi, alors que cette enquête ne peut pas être objectif. C'est juste pas possible. vous avez lu, moi je l'ai lu. Mais mieux, J'ai écouté mieux, oui. Mais le pourquoi la rapporteur. commission d'enquête incrimine la France? Pourquoi cette commission d'enquête a été mise en place? Et puis les conclusions de la commission d'enquête n'ont rien à voir avec le contenu du rapport. La conclusion a été écrite par un seul homme, le président de la commission qui s'appelle Vincent Duclercq. Je rappelle que ce monsieur-là, que Emmanuel Macron a chargé de piloter la mission d'information sur le Rwanda, sur le rôle de la France au Rwanda, n'est pas un spécialiste de la région des Grands Lacs. Le monsieur, c'est un spécialiste de l'affaire Dreyfus. Il n'a connu le Rwanda que tout récemment. Pire, il a dit ouvertement, mon rôle était que la France se réconcilie avec le Rwanda. Tout ce que je vous explique ici, je l'ai traité dans ce bouquin. Et Vincent Duclercq est proche de qui? Voilà, bah, là, c'est clair, hein, il avait une mission. Il avait une mission, c'était au moyen de cette enquête, réconcilier la France et le Rwanda. Et donc, d'où en fait finalement la conclusion qui est: la France est impliquée, mais pas beaucoup, pas entièrement. Et ça se comprend, il y a pas, c'est attendu en fait, une enquête interne comme ça. Voilà, moi aussi voilà. Normalement, les gens, je pense qu'ils peuvent, bah, tout le monde ne percute pas, et puis je pense que le fait qu'ils ont dit que la France est quand même impliquée, ça permet justement de mieux accepter l'enquête en disant: «Ah, ils ont été objectifs, ils reconnaissent quand même certaines choses, donc peut-être que cette enquête est objective», mais il peut pas l'être, ça c'est, et visiblement on voit que la personne avait des objectifs. Non, c'est très que mais c'est très intéressant. Des milieux associatifs et des universitaires estampillés pro-Kigali. Ça, on n'explique pas ça aux gens. Quand les gens voient ce monsieur, d'abord, il a sorti un livre. Il a sorti un livre sur le Rwanda qui est très approximatif parce qu'en fait, le monsieur ne connaît pas le sujet. Il a eu accès aux archives, mais les archives, il ne s'agit pas simplement de les lire et puis il faut les contextualiser. Il faut les croiser aux autres archives. Quand vous faites un rapport sur le rôle de la France au Rwanda, en occultant ou en oubliant qu'il y avait d'autres acteurs, comment vous allez réussir, vous allez arriver à comprendre la complexité des événements sur le terrain? C'est comme si on vous dit aujourd'hui, il y a eu la crise en Côte d'Ivoire entre le parti de Ouattara et le président Gbagbo de l'époque. On vous dit, vous faites une commission d'enquête sur la crise en Côte d'Ivoire, mais vous ne regardez que les archives du président Ouattara. Vous n'allez pas voir le président Gbagbo ou les archives du président Gbagbo. Comment vous allez comprendre ce qui s'est passé? C'est ce qu'ils ont fait là-bas. Et d'ailleurs, ce rapport-là, du clerc, a été critiqué par beaucoup de gens. Parce que ce monsieur-là, vous faites un rapport sur le rôle de la France au Rwanda. Vous donnez une copie à Macron. Vous avez été mandaté par le président de la France. Mais vous allez déposer notre copie à Kigali. Ouais, bah, c'est clair en fait. C'est pareil dans l'idée de crédibiliser. En fait, c'est un petit, comment dire? C'est une lettre d'amour finalement. On peut considérer ça comme un peu une lettre d'amour entre Macron et Kagame, ouais, non, c'est très intéressant les jeux politiques, hein. C'est quand on les regarde et quand on les comprend, enfin on comprend non, mais quand on commence à voir un peu ces jeux-là qui peuvent jouer pour «manipuler» entre guillemets, bah, l'opinion publique, c'est très, très, très intéressant. Ils doivent s'amuser, c'est des comédiens en fait, et ils doivent s'amuser, je pense, les politiciens, et ils doivent en rire aussi, je pense. Je pense qu'il y a le métier de politicien, quand on le fait, à la fin de sa vie, en fait, ouais, on doit se dire: «Mais quelle comédie cette vie». Est-ce que c'est Kigali qui vous a mandaté pour faire le rapport? Et vous retrouvez la même posture
du clerc chez un juge français, Marc Trévidic, qui a fait sauter le dossier de l'attentat contre qui incriminait Kagame. Et ce juge vient de dire ici récemment que je suis satisfait de voir le Rwanda se réconcilier avec la France. C'est-à-dire que tous ces gens n'ont jamais travaillé pour le triomphe de la vérité de la justice. Tout ce qui les intéressait, c'était la dimension politique de cette histoire-là. Et ils ont réussi d'une certaine manière leur coup grâce à Emmanuel Macron, qui a utilisé les archives françaises, qui a utilisé la tragédie rwandaise d'une manière tronquée pour se rapprocher de Kagame. Et utiliser aujourd'hui le Rwanda comme élément pivot de sa politique. Allez lire Africa Confidentielle. Macron, 2017. Macron entend utiliser Kagame dans sa stratégie pivot en Afrique. Donc, En quoi consiste cette stratégie pivot? mais je vous ai dit aujourd'hui, récemment l'Union européenne a octroyé. Attends, qui a dit ça? Qui a écrit ça? Que sur papier, en fait, en disant que Macron entend utiliser Kagame comme pivot. C'est le cas, mais ouais, ça serait bien de savoir qui l'a dit. Peut-être ouais, pas bien entendu. Africa Confidentielle. Macron, 2017. Leur coup, grâce à Emmanuel Macron, qui a utilisé les archives françaises, qui a utilisé la tragédie rwandaise d'une manière tronquée pour se rapprocher de Kagame. Et utiliser aujourd'hui le Rwanda comme élément pivot de sa politique. Allez lire Africa Confidentielle. Macron, 2017. Macron entend utiliser Kagame dans sa stratégie pivot en Afrique. Donc, En quoi consiste cette stratégie pivot? mais je vous ai dit aujourd'hui, récemment l'Union européenne a octroyé au Rwanda 20 millions. Vous pensez qui a fait le lobbying au niveau de l'Union européenne? C'est la France. Pourquoi on soutient l'armée rwandaise? Pourquoi l'Union européenne soutient l'armée rwandaise? Pour faire le travail de mercenaires qu'on attend d'eux dans certaines régions, y compris au Mozambique. Ah ouais, c'est sûr que pourquoi l'Union européenne donnerait de l'argent à un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne? Ouais, on soutient, non mais c'est. Ouais, c'est sûr que c'est pas c'est pas des cadeaux, tu vois, c'est du business derrière, c'est de la politico, comment je l'appelle, politico-financière. C'est ça le problème. L'armée rwandaise est devenue le Wagner des intérêts occidentaux aujourd'hui sur le continent africain. Et beaucoup d'Africains ignorent ça. Moi, je n'ai rien que les gens apprécient le président Kagame pour sa gestion du Rwanda, ça ne me dérange pas. Mais il faut quand même connaître l'histoire de ce pays et toute la complexité qui la caractérise. C'est un livre donc à révélation. J'espère que les gens vont apprécier, mais il y a beaucoup de choses là-dedans, en tout cas, sur le dossier. Oui, OK, ouais, bah, je comprends sa posture. En gros, ce que je comprends, en fait, sa mission, c'est pas grave si, enfin, c'est comment dire? OK, président, le président, peut-être qu'il fait du taf au pays, dans son pays, peut-être pas, c'est pas la question là, l'idée, ce que je comprends, c'est qu'il veut juste mettre la lumière sur les faits et je pense que c'est un peu ça le rôle, des historiens, donc Patrick Beko à voir, je pense que c'est un historien et qui ne fait pas je pense qu'il fait pas que le Rwanda, quoi. C'est pas un Rwandais qui est acharné par, voilà et je pense qu'il est à mon avis, si c'est pas un Rwandais, une personne extérieure, en fait, c'est ça qui le rend, en fait, plus crédible. C'est-à-dire que si c'est un Rwandais qui écrit une histoire sur le Rwanda, on peut penser qu'il a un côté et ça, c'est normal, c'est humain. Mais quand c'est une personne de l'extérieur, de l'extérieur de tout ça et qui fait un rapport ou qui fait de la recherche, justement, ce qu'il a fait là et a écrit un livre, peut-être qu'il a pas tous les éléments, mais ce qu'il a, c'est des éléments qui sont qui sont objectifs, on va dire, en quelque sorte. Depuis ces suites catastrophiques en RDC. Dans le titre, tu as dit que tout ceci est couvert par l'Occident. Oui. Tu fais allusion ici aux États-Unis? La Grande-Bretagne, les États-Unis, la France aussi, Sarkozy, Macron. Pourquoi ils couvrent? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Mais parce que Kagame est un allié, c'est un élément de leur dispositif. Mais les anglo-saxons ne cachent pas ça. Quand vous écoutez Howard French, qui a couvert les événements dans les Grands Lacs pour le compte du New York Times, il dit quoi? Pourquoi l'armée ougandaise et tout ça sont essentiels pour nous, les Américains? Parce qu'ils peuvent faire des choses pour nous sans qu'ils nous en les faire nous-mêmes. Il le dit ouvertement. C'est pas caché. Quand Macron dit entend utiliser le Rwanda dans sa stratégie pivot en Afrique, on le voit en Centrafrique, on le voit à Cabo Delgado et dans d'autres régions. Les militaires rwandais sont venus ici au gradé. On discutait avec leurs homologues français. Dans ce cadre-là, ce partenariat stratégique-là. Donc pendant que vous vous dites que vous avez chassé la France du continent, de l'Afrique de l'Ouest, il y a quelqu'un que vous aimez qui lui travaille à consolider les intérêts français sur le continent. C'est ça la réalité des faits. C'est dur à entendre, mais il faut le savoir. Allez regarder simplement la nature des relations entre la France et le Rwanda aujourd'hui. Si c'est ce que je dis, vérifiez. Est-ce que cette France-là est en train de condamner le Rwanda sur ses positions par rapport à la RDC? Je vais vous faire une confidence. Je sais de source sûre que le président Macron a fait comprendre à Félix Tshisekedi que le Rwanda n'allait pas être sanctionné. Est-ce que vous savez que le Rwanda n'a jamais été sanctionné? Vous savez ça? Pour tout ce qu'il fait au Congo, le Rwanda n'a jamais été sanctionné. Ils n'ont sanctionné qu'un capitaine de l'armée rwandaise en 2023 ici là. Après sur le fait que le Rwanda, devrait être sanctionné, l'idée c'est que derrière, en tout cas ce qu'on entend par, ce qu'on entend de Kagame, même s'il dit pas officiellement: «Oui, je suis en train de faire n'importe quoi au Congo», ce qu'il dit c'est qu'il y a une histoire
sur le fait qu'actuellement les choses sont comme ils sont et que de ce fait, bah, que ça explique, bah, sa pot voilà, il le tourne de façon politique, mais voilà, il dit que si les armées françaises, enfin si les armées rwandaises sont là, il y a une raison et que cette raison-là est historique et que de ce fait, on peut pas, juste se ramener heu porter un jugement sans connaître l'historique. En fait, c'est ce que Kagame dit et de façon politique évidemment et ça ils sont voilà, au bout de 30 ans de politique, même avant ça, ils faisaient la politique avant et donc ils savent bien le dire. Donc quelque part, il dit: «Vous pouvez pas, me condamner sans connaître, ce qui se passe sur le terrain». Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc de ce fait, bah, c'est un peu légit ce qu'il dit là, quand il le dit comme ça. Tu peux pas venir de l'Occident en mode: je te condamne», voilà. Mais en même temps, il intervient et du coup cette histoire, mais bon, dans tous les cas, moi je peux vous dire qu'il va pas être condamné puisqu'il sert pas ses intérêts, mais les intérêts des occidentaux. Donc cette question, désolé au Congo, mais si les Congolais, ne se bougent pas eux-mêmes un peu comme ont fait les pays du Sahel, hein, s'ils se bougent pas eux-mêmes, moi je peux vous dire que ça va durer encore un peu plus longtemps. rendez compte, 28 ans de déstabilisation, de massacre, de pillage de ressources naturelles. On n'a jamais sanctionné un seul Rwandais. On a sanctionné un capitaine qui s'appelle Gassifira, je ne sais pas qui là. Or, ce capitaine-là est cité dans le dernier rapport des Nations Unies. Mais il n'est pas le seul. Il avait C'est supérieur. des supérieurs hiérarchiques qui sont mentionnés dans le même rapport, mais eux n'ont pas été sanctionnés. De qui se moque-t-on? C'est ça le problème aussi qu'il faut savoir. C'est pour ça qu'il faut se méfier souvent de la rhétorique en diplomatie. Parfois, elle est là juste pour brouiller les pistes. Quand la France condamne le Rwanda, elle ne fait rien pour remettre en question ça. Au contraire, elle pose des gestes qui montrent que sa condamnation est une condamnation factice. En réalité, elle soutient la politique du Rwanda, d'un Rwanda qui est devenu le sous-traitant des intérêts français dans certaines régions du continent. Ça, c'est plus clair, ça, c'est plus viable. 20 millions d'aides ici et là, des millions d'aides ici et là. C'est comme ça que ça fonctionne. Sans compter l'Agence française de développement qui avait prévu, je crois, 500 millions d'euros pour le Rwanda, quand même en 2023. Donc, il y, y a une différence entre le discours et L'Angleterre qui envoie qui ses renvoie enfants des là-bas. gens. Écoutez, c'est un exemple. C'est le même. Vous avez vu, c'est le même pays qui accepte de recevoir des gens, des migrants dans ces conditions-là. Ça a été dénoncé par tout le monde, y compris l'ONU. Le Rwanda ferme les yeux. Parce que le Rwanda, Kagame est un mercenaire, c'est un président mercenaire. Donc quand les Africains sont impressionnés de le voir à Davos et tout ça, mais c'est un mercenaire. Et c'est ce que j'explique ici, dans le livre. La bienveillance de l'Occident à l'égard du Rwanda, je ne découle pas du fait que le Kagame serait un leader visionnaire, je ne sais quoi. C'est d'abord parce qu'il a un rôle, il est considéré comme un mandataire, quelqu'un qui joue un rôle de sous-traitant des intérêts occidentaux dans certaines régions du monde. Par exemple au Soudan, où le Rwanda avait déployé des hommes qui parfois surveillaient les autres là pour les comptes des intérêts américains. Parce que c'est Africom qui avait soutenu le déploiement du Rwanda au Soudan. Donc ce sont des choses qu'il faut comprendre aussi. Il y a des choses qui sont des choses qu'il faut maîtriser pour comprendre le positionnement du Rwanda dans un certain nombre de dossiers, mais surtout le positionnement des Occidentaux vis-à-vis du Rwanda dans tout ce qui concerne la région des Grands Lacs. Parce que je rappelle que ce pays-là, ce pays belliqueux que le Rwanda, est en froid avec la RDC, le Burundi, le Rwanda, parce que tout le pays de la région. Pourquoi? Mais en force de vouloir déstabiliser les autres. C'est ça le problème. Ils ont voulu déstabiliser. Avec l'Ouganda, c'était ça. Avec le Burundi, ils ont essayé de le faire. Bon, avec la RDC, c'est visible avec le M23. Même certains pays. À un moment donné, le Kenya, la Tanzanie avait chassé les Tutsis rwandais du Rwanda à cause du M23 en 2013. Il y a eu des tensions entre la Tanzanie du président Jakaya Kikwete Kagame. Jakaya Kikwete allant jusqu'à dire nous allons vous frapper, s'adressant au Rwanda. Ça, c'est quel genre de pays africain qui sème le désordre et le chaos partout comme ça sur le continent? Ça s'annonce très passionnant la lecture de ce livre. Malheureusement, le temps passe vite, on est à 1 heure. D'accord. Et il y a encore beaucoup à dire, donc je pense qu'on reviendra sur ce conflit. Je vais davantage m'armer pour t'apporter davantage de contradictions. J'aimerais bien Parce que ça. tu rabats toutes les cartes. Et je vais lire le rapporteur, le rapport. Parce que moi, j'avais trouvé très convaincant, le rapporteur Duclerc. Duclerc. Je vais chercher. Il était très détaillé dans. Ouais, puis, c'est vrai qu'il était pas, on va dire, renseigné sur le sujet, mais bon après de base lui, il est là pour l'argent, pas pour la politique, mais voilà, c'est quelqu'un qui j'imagine aime avoir des faits, des informations et que ça soit, bah, notamment, enfin essentiellement sur la finance, mais aussi j'imagine sur, la politique parce que je pense que la politique, la géopolitique est très importante dans le business parce que ça peut t'inviter d'aller, par exemple, d'aller t'installer dans des pays, que je citerai pas, mais voilà, des pays où on va dire, la région les pays où c'est pas stable, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller investir dedans. Donc ça, j'imagine c'est des informations qui l'intéressent et du coup, voilà et là, il est tombé sur quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé, du coup, au Rwanda et qui a fait ses recherches et qui a des informations à apporter et effectivement, je pense que
Je pense qu'il a beaucoup plus de choses à apporter, enfin d'informations à apporter au grand public, je pense. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de qu'il fasse une troisième vidéo parce que du coup, c'est là, c'était la deuxième vidéo, on va dire la première partie, enfin la deuxième partie, pardon, du coup. Mais ouais, je pense qu'il a beaucoup d'infos à partager sur le Rwanda et ça peut être intéressant de le revoir. Non, parce que le rapport est détaillé sur le rôle de la France. Tout à fait. Il n'y a aucune preuve de l'implication de la France. C'est dans la conclusion du rapport. Et la conclusion du rapport a été écrite par lui-même et non par le collège des chercheurs qui était avec lui. Et je sais de source sûre qu'il y avait même une des personnes qui a participé à la mission qui avait démissionné, d'après les informations à ma possession. Donc c'est pour ça que ce sont des choses qu'on voit comme ça, de loin, mais dont j'ai le rapport du clerc et même le travail du pôle génocide et crimes contre l'humanité. Votre truc qui s'occupe des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Au départ, on l'avait créé pour faire plaisir au Rwanda. Vous vous rendez compte? Ce sont des magistrats qui le disent ici. Parce qu'on va dire que Patrick Beko raconte des choses. Non, non, moi je ne vous dis rien. Tout ce que je vous dis ici, ce sont des juges. Ici, j'ai des témoignages ici d'un juge français. Un grand juge français. Si je vous lis son témoignage, vous allez être choqué. Qui dit que dans ce dossier-là, c'est la corruption. Il dit il y a un groupe de juges qui sont organisés en groupe de pression. Ils ne comprennent rien au Rwanda. Ils condamnent les Hutus à tour de bras. C'est un juge français qui me le dit. Attends, je vous sur Duclerc. Voilà ce que l'ancien ambassadeur de la Belgique au Congo, au Rwanda, qui était là pendant le génocide, c'est lui qui a préfacé ce livre, Jovan Sunan. Il dit ceci. Sur 2 points essentiels, le rapport se montre coupable de légèreté et d'omission inexcusable. Il parle du rapport du clerc. Oui, le rapport du clerc. Un autre universitaire qui a regardé. Il s'agit d'un rapport à finalité diplomatique, une composante d'un accord conclu entre Paris et Kigali sur l'autel de la réconciliation entre les deux pays. Et puis il continue, dans ces conditions, fait-il observer, il n'était assurément pas question d'envisager un travail scientifique authentique qui eut pour le moins tenu compte, dans son analyse du rôle de la France, des stratégies du FPR au cours des années 90-94, de ses responsabilités dans la radicalisation des extrémistes Hutus, des massacres qu'il perpétra, autant d'éléments essentiels à la compréhension et à l'évaluation d'un rôle sur lequel ils eurent nécessairement une incidence. Il conclut, la vérité officielle aura été préservée au prix du sacrifice de l'avancement de la compréhension du génocide des Tutsis. Ça, c'est sur le rapport du clerc. Duclerc lui-même, je vous ai dit, il a dit « Mon rôle à moi était de voir la France et le Rwanda se réconcilier ». Un chercheur digne de ce nom peut-il conduire une mission, produire un travail scientifique avec des objectifs politiques? À vos téléspectateurs de répondre à la question. Merci beaucoup, Beko, pour cette première partie sur le Rwanda. On va revenir dessus. Essayez de vous armer. Hein. Oui, je vais m'armer. Oui, moi, je suis ouvert à la discussion et au débat. Oui. Tous ceux qui vont estimer que Patrick Beko raconte n'importe quoi, je suis ouvert au débat. C'est-à-dire que prenez le meilleur spécialiste de la question, on va débattre sereinement et calmement. Et les téléspectateurs ou les web spectateurs vont se faire leur propre opinion. On va mettre un numéro et un mail. Si vous sentez d'attaque pour participer au débat les prochaines fois, vous nous contactez là-dessus. D'autant plus que tu seras souvent, je pense, de ce côté-ci. Je reviens très bientôt. J'ai une conférence à Bruxelles samedi. Je rentre au Canada, mais je reviens ici 2 semaines après, 10 jours après. Très bien. Merci beaucoup. Au plaisir. Les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Très bientôt. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire du business en Afrique comme moi et développer des revenus, vous devez absolument être à Back to Africa. Ok, très intéressant, très instructif ces vidéos, surtout quand je pense que ça s'écoute mieux quand on a quand même pas mal d'infos à côté aussi, qui permet de faire un parallèle ou de mieux comprendre en fait des choses des choses implicites qui peuvent ne pas être explicitement dit par du coup le géopoliticien Patrick Mbeko, mais très intéressant. Très intéressant comme, bon évidemment dans une vidéo de 30 minutes on peut pas tout dire donc il essaie de ramener les informations qu'il pense les informations qu'il pense qui pourront être intéressants mais derrière il y a énormément de choses, à connaître et puis surtout ce que je pense ce qu'il faut retirer de ça c'est que c'est pas finalement le génocide c'était pas, un conflit inter, ethnie, hein, c'était vraiment plus la géopolitique, voilà, simplement. C'était juste la géopolitique, la politique financière, la politico-financière. Voilà, mais c'est vraiment, comment dire? En fait, l'opinion publique est quand même assez dirigée à penser que c'était vraiment une question d'ethnie, que les Hutus qui étaient les Tutsis. En fait, quand tu commences à voir dedans à l'intérieur, c'est là qu'on commence à dire: «Mais pourquoi ils auraient fait ça? Mais pourquoi ils auraient fait ça?» Et là, en fait, plus les informations s'accumulent, plus on arrive à aller chercher des informations par-ci par-là, on se dit: Ah d'accord, en fait, OK». C'est vraiment beaucoup plus grand que ça, ça va au-delà c'est comme là en Israël, finalement, c'est pas des Israéliens qui détestent les Palestiniens, hein, il faut arrêter. Certes, il y a sûrement quelques Israéliens qui n'aiment pas les Palestiniens, mais ils les aiment pas parce qu'on leur raconte ce qu'on leur raconte, hein.
J'ai pas besoin de vous dire qu'il y a sûrement des Israéliens qui cohabitent avec des Palestiniens et vice versa et qui sont meilleurs amis, qui sont meilleurs, voilà. Donc c'est ça dépasse, en fait, ça dépasse l'ethnie, c'est au-delà, peu importe ce qui se passe sur le «terrain» entre guillemets, en fait, les choses se jouent vraiment au-dessus et au-dessus, c'est les finances, c'est la politique et puis les finances. Ouais. Bah, en fait, la politique, souvent, elle est au service de la finance. Donc ouais. Très bonne vidéo sur donc la chaîne Investir au pays, donc normalement, il est beaucoup plus sur la finance, enfin, tout ce qui est investissement, donc si vous êtes intéressé pour investir, allez vous abonner sur cette chaîne et bah, sinon vous pouvez, vous abonner sur cette chaîne-là où on va parler de beaucoup de choses, bah, beaucoup de du coup de géopolitique, beaucoup de géopolitique sur cette chaîne et puis un peu de finalement un peu de finance, mais si vous êtes intéressé par la géopolitique, cette chaîne peut vous intéresser et je pense que si vous êtes intéressé par l'investissement et la géopolitique, ça peut surtout, à l'échelle internationale, enfin, en tout cas, si vous voulez vous implanter dans d'autres pays, dans plusieurs pays, surtout les pays d'Afrique, cette chaîne peut vous intéresser. Voilà, à très bientôt.